On va reparler du Liban avec l'invité d'Au cœur de l'info. La conclusion d'un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Liban, vous l'avez compris, n'a encore une fois produit aucun effet sur le terrain. Plus de 3500 morts depuis le début de ces opérations israéliennes dans le pays, des milliers de blessés, plus d'1 million de déplacés et aucune perspective de retour pour l'heure pour les habitants du sud Liban où l'armée israélienne pratique une politique de la terre brûlée, détruisant des villages entiers. Et l'inquiétude est maximale aussi pour le patrimoine libanais. Exemple le plus emblématique, la prise dimanche dernier du château de Beaufort où le drapeau israélien a été planté. Il fait partie de ces sites historiques classés à l'UNESCO dont on craint aujourd'hui la destruction totale ou partielle. On en parle donc ce soir avec notre invité Jad Tabet, architecte, urbaniste et conseiller du ministre libanais de la Culture Hassan Salamé, expert aussi au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, actuellement de passage à Paris. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup, Monsieur Tabet, d'être avec nous ce soir sur France 24. Alors, 55 villages au total dans le sud Liban sont désormais interdits aux civils, situés dans ce qu'Israël appelle sa zone de défense avancée. Des destructions de sites historiques ont déjà été largement recensées et attestées par plusieurs ONG. Alors, avant de parler en détail de ces sites, votre réaction tout d'abord à tout ce qui est en train de se passer? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe au Liban Sud, c'est une table rase. C'est réellement une terre brûlée. Il ne s'agit pas seulement des sites patrimoniaux, il s'agit en fait de tout le paysage culturel du Liban Sud, c'est-à-dire les villages anciens, les bourgs, les souks, les marchés, mais aussi les champs, les olivers, les plantations de tabac, parce que, bon, pour pouvoir réaliser cette politique de terre brûlée, ben, ils utilisent du phosphore blanc. Et donc, ça veut dire que pendant des années, même si après la guerre s'arrête, pendant des années, cette terre sera stérile. Et ça, c'est terrible, parce que le sud du Liban est un pays essentiellement agricole. C'est un pays d'ailleurs très doux. Vous savez, c'est le bas des montagnes libanaises, lorsque les montagnes libanaises commencent à descendre vers la plaine de Houlé. Et donc, c'est un paysage de collines, c'est un paysage... et tout ça est en train d'être détruit. Et ça, c'est terrible. Quel est le En but plus des sites d'Israël, archéologiques. selon vous, à travers ces pratiques? Eux disent que c'est pour créer une zone de sécurité pour protéger le nord d'Israël, mais ce n'est pas comme ça qu'on crée une zone de sécurité. Ce n'est pas en venant détruire et démolir entièrement tout un paysage, toute une place, tout un lieu. C'est pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ça ne fait que recréer la haine et que recréer de nouveau des possibilités et des potentialités de violence future. Certains disent même que ça relégitime d'une certaine manière le Hezbollah. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? effectivement, ça légitime, ça crée la violence, c'est évident. Alors, parmi les villes historiques ciblées par les frappes israéliennes, il y a la ville de Tyr, classée au patrimoine de l'UNESCO. Quelle est l'ampleur des destructions sur place? Écoutez, la ville de Tyr, il y a deux sites qui sont inscrits la liste de protection, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont les deux sites archéologiques de Tyr. Tyr, c'est une ville très ancienne, c'est une ville cananéenne, puis phénicienne, puis romaine, etc. C'est de là-bas qu'est sortie la princesse Europe, puisque Zeus s'est transformé en taureau pour la séduire et l'a emmenée avec lui. Et c'est de là que le nom de l'Europe est venu. C'est du nom de cette princesse de Tyr. Alors, c'est une ville... Alors, il y a les deux sites archéologiques, mais il y a aussi l'ensemble de la ville, qui est une ville historique, un port historique, avec des églises, des mosquées, des souks, etc. Aujourd'hui, les bombardements sur Tyr s'intensifient et il y a toute une partie de la ville ancienne qui est en train d'être rasée. Tout autour des sites archéologiques, il y a eu des bombardements. Il y a une partie de l'enceinte de l'un des sites qui a été touchée. Il y a aussi le projet de musée archéologique de Tyr, qui est dans l'un des sites, qui était en train d'être construit avec l'aide de capitaux italiens, un don de l'Italie, qui a été touché,
qui a été touché, pas directement, mais qui a quand même été touché avec des cloisons qui ont sauté, des portes qui ont sauté, des fenêtres qui ont sauté, etc. Heureusement qu'il n'était pas encore fini, parce que s'il y avait eu des objets archéologiques dedans, ça aurait été la catastrophe. Et donc, Tyr, c'est un problème, parce que ce n'est pas seulement les sites archéologiques, c'est l'ensemble de la région qui a une valeur patrimoniale et qui, elle, est menacée. Autre site emblématique dont on a beaucoup parlé, le château de Beaufort. Alors, le ministre libanais de la Culture, Hassan Salamé, dont vous êtes le collaborateur immédiat, a envoyé hier une lettre au directeur général de l'UNESCO afin de demander, je le cite, une intervention immédiate et urgente pour activer les mécanismes en vue d'empêcher la destruction du château de Beaufort. Dans sa lettre, Hassan Salamé parle, je le cite à nouveau, de menaces imminentes contre ce site. Qu'est-ce qui le laisse penser ? Je vais vous dire. Déjà, qu'est-ce que le château de Beaufort? Le château de Beaufort, c'est l'une des citadelles. Il y a un groupe de 5 citadelles qui existent dans cette partie du sud du Liban, ce qu'on appelle le mont Hamel. Donc, il y a 5 citadelles qui ont été construites à l'époque des croisades. Ça faisait partie de tout ce réseau de forteresses créées par les croisés, qui ensuite ont été retravaillées, continuées, agrandies, etc. À l'époque ayoubite, puis mamelouk et tout ça. Et donc, ce sont des citadelles importantes et elles ont une valeur patrimoniale importante. Alors, le château de Beaufort, à l'époque lorsque la résistance palestinienne était là, dans les années 70 et 80, il avait une fonction militaire. Et donc, lorsque les Syriens sont entrés en 1982, ils ont occupé cette citadelle qui est située effectivement sur une colline. Il y avait déjà eu des destructions Alors, il y a eu un certain nombre de destructions. Et après 2000, c'est-à-dire après le retrait israélien, le site a été réhabilité grâce à un prêt qui est international. Et c'est devenu un site touristique. Et donc, c'était devenu un lieu touristique de visite. On avait même prévu de faire un petit musée dans ce site-là. Et donc, l'armée israélienne est aujourd'hui installée dans Beaufort. Et les nouvelles inquiétantes, c'est qu'on a eu des nouvelles par les réseaux sociaux, disons, israéliens, qui disent qu'ils auraient découvert autour du site de Beaufort des fortifications qui datent de l'époque de Hezbollah. Moi, je peux vous dire clairement que le château de Beaufort était absolument sous le contrôle du ministère de la Culture, qu'il n'y avait pas une arme dans ce don. Et donc, ce qui nous fait peur, c'est qu'il fasse exploser tout autour. Qu'est-ce que l'UNESCO peut faire concrètement ? Je vais vous dire, tous ces sites-là ont été inscrits sur la liste du patrimoine renforcé du deuxième protocole de la Convention de La Haye. La Convention de La Haye de 1954, c'est la Convention pour la protection des biens culturels en période de conflit. À partir de l'automne 2024, nous avons fait un forcing et nous avons inscrit 73 biens culturels au Liban sur la liste de protection renforcée. Dans le monde entier, il y a 174 biens. Est-ce que ça sert encore à quelque chose alors que vous n'avez plus accès à la plupart de ces sites ? Je vais vous dire. Ce qui est important dans ça, c'est 2 choses. C'est tout d'abord qu'une fois qu'un site est inscrit sur cette liste de patrimoine renforcé, s'il y a une menace, il y a un suivi par photo satellite qui est fait par l'UNESCO, par l'unité spécialisée de tout ce qui se passe là-bas. Comme nous ne pouvons pas aller, ça nous aide beaucoup. Nous savons exactement ce qui se passe grâce aux photos satellites et ça, c'est grâce à l'UNESCO. D'autre part, ça nous permet, en théorie, la Convention de La Haye nous permet en théorie, si nous arrivons à prouver qu'il y a eu véritablement, disons, une agression directe et volontaire, nous pouvons aller auprès des instances internationales, la Cour internationale de La Haye et d'autres. Voilà. Alors, parmi les autres sites, pour le coup, qui sont déjà partiellement détruits, il y a la citadelle
de Chama également, Oui. un couvent à Yaroun ou encore la mosquée d'Alcantara dont on va pouvoir voir des images d'ici quelques instants. Donc certains partiellement détruits par des bombardements, mais aussi parfois au bulldozer. On a d'ailleurs des images qui ont été Oui. confirmées par notre équipe ici des observateurs de France 24. Parlez-nous un peu de ces sites auxquels vous n'avez plus accès. Alors, Chama, c'est justement une des citadelles qui fait partie de cet ensemble de citadelles dont je vous avais parlé, croisées. Chama a été détruite déjà en partie en 2024. On avait retrouvé un archéologue israélien qui était en train de fouiller dans Chama et il a été tué là, alors que la Convention de l'Haye interdit absolument à un État occupant de faire des recherches archéologiques. Donc c'est bon. Alors Chama, c'est la citadelle, mais c'est également un lieu de culte, ce qu'on appelle chez nous le mazar, c'est-à-dire une sorte de lieu de culte islamo-chrétien. On dit que Saint Jean-Baptiste aurait été aurait passé dans ce lieu-là. Et donc, ce qui a été détruit essentiellement, ce sont les murailles de Chama, une grande partie des murailles de Chama, et puis surtout ce lieu de culte islamo-chrétien. Et c'est la même chose qui est arrivée avec justement le couvent de Yaroun, hein, avec l'école et le couvent. On voit donc derrière vous. Qu'on voit derrière. C'est la partie donc en verre qui a été détruite. Et qui a été détruite volontairement. Et il y avait hier là, le curé de Yaroun qui expliquait comment ça s'est fait. Outre ces sites donc religieux et historiques, on l'a dit, hein, des villages entiers sont donc détruits. Ils représentent eux-mêmes plusieurs siècles d'histoire. C'est aussi toute une mémoire collective qu'on efface. Absolument. Écoutez, Bent Jbeil est une ville qui avait 30 000 habitants. Elle avait un ancien souk. Elle avait toute une série tout un tissu urbain traditionnel. Elle avait aussi dans les environs des maisons historiques patriciennes, ce qu'on appelle les maisons patriciennes. Ça a été réduit entièrement en fumée. Il n'y a plus rien. Les images de Bent Jbeil, c'est Gaza. C'est réellement Gaza. Et là, les Israéliens ont envoyé des bulldozers. C'est-à-dire, ça a été, en réalité, ils ont sous-traité à des entrepreneurs israéliens, semble-t-il, de venir démolir. Alors là, je sais que on dit que ce serait une vengeance parce que en 2006, ils n'ont pas pu occuper Bent Jbeil. Et donc cette fois, c'est terrible les guerres, c'est terrible la violence. Allez, c'est l'heure de votre carte blanche. Vous nous avez transmis à ma demande des images d'archives du sud Liban. En fait, ce sont donc 3 photos prises par des photographes différents dont on voit les noms apparaître tour à tour à l'antenne. Que vouliez-vous nous dire Je voulais montrer combien cette région est douce, combien ce paysage est un paysage de douceur. Ces collines qui descendent vers la mer. Au loin, on a la silhouette du mont Hermon, qui est le mont qui est entre le Liban, la Syrie et Israël. Et puis, il y a certaines images, comme celle qui est la plus claire, là, qui ressemble à la Toscane. Hein. On aurait dit c'est des pins, c'est des cyprès, c'est des vignes. C'est réellement un paysage de douceur et de calme. Et c'est terrible que la guerre et la violence viennent détruire ce paysage. Et justement, il y a eu ce nouveau cessez-le-feu conclu mercredi dernier, une nouvelle fois violé, hein, tant par Israël que par le Hezbollah. Le terme de cessez-le-feu, est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui ? Toutes les expériences qu'on a montrées indiquent que on ne peut pas croire réellement au cessez-le-feu. Ceci dit, on n'a rien sur lequel s'accrocher. Je veux dire, aujourd'hui, les Libanais, ils attendent n'importe quoi. Ils attendent un cessez-le-feu partiel, pas partiel, etc. Parce que on n'a pas de solution. Aujourd'hui, tout le monde attend quelque part un arrêt petit, provisoire,
partiel, mais quelque chose qui puisse un peu arrêter cette violence terrible qui est en train de détruire le pays. Vous savez, on a 1,3 million déplacés. 1,3 million déplacés, c'est 20% de la population libanaise. Vous imaginez ce que c'est 20% de la population libanaise déplacée? Déplacée avec une grande difficulté à imaginer qu'ils pourront un jour rentrer chez eux, puisque tout est en train d'être démoli, tout est en train d'être détruit. Justement, quelle est la situation à Beyrouth où se trouve un certain nombre de ces déplacés? Vous allez voir à Beyrouth, il faut aller voir le bord de mer. Les gens sont installés dans des... Alors, l'État essaye, le gouvernement essaye de faire. Les écoles, toutes les écoles publiques ont été mises à la disposition des déplacés. Il y a eu des centres d'hébergement qui ont été créés, mais 1,3 million, comment faire? Avec très peu d'argent aussi. Et donc, il se trouve aussi des déplacés qui sont là dans des tentes au bord de la mer, dans les lieux publics. Et c'est dangereux tout ça, parce que quand vous avez une population qui est poussée à bout, ça peut créer de la violence. L'Iran, de son côté, continue de lier le dossier libanais à la conclusion d'un accord avec les États-Unis. La population libanaise est otage d'une guerre qui n'est pas la sienne. Oui, malheureusement, c'est un peu le cas. Nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays et puis nous sommes quelque part pris dans cet engrenage de grandes puissances qui se battent. Merci infiniment, Jad Tabet, d'être Je vous en venu nous prie. voir ce soir sur France 24, d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre témoignage. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.